Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes de CFAK 88.3 FM. C'est On Gère la Nouvelle qui débute maintenant et on est en feu. On est en feu. Comment ça va, mon Mathieu? Très bien. Mais c'est pas à cause de la neige. C'est pas à cause de la neige, oui. Et écoute, on va commencer avec notre fameuse portion météo à chaque semaine. La portion hebdomadaire. Alors, de par la fenêtre. La chronique de par la fenêtre. De par la fenêtre. Alors, de par la fenêtre de CFAK, nous pouvons observer des toitures blanches, des paysages blancs, des nuages blancs, bref... Un paysage blanc. De la blancheur, oui, c'est ça. Et donc, comme Sherbrooke est passé à l'eau de Javel cette semaine, c'est juste, on va vous spécifier le nombre d'eau de Javel qui est tombée du ciel. Alors, la quantité s'élève à 10 à 15 cm pour l'ensemble de l'Estrie et pour Sherbrooke. On parle de neige et non d'eau de Javel. Oui, on est dans la... Oui, j'étais dans la métaphore, excusez-moi, chers auditeurs. Alors voilà, donc de la neige qui est tombée... Hier, c'est ça, hein? Hier, oui. Hier. Ça m'a marqué. Pourquoi est-ce que tu poses la question? Et donc, voilà. Et j'espère, en fait, ça l'a fait la joie de plusieurs ici. Comme ça l'a fait le malheur de d'autres. Oui, on parle ici d'une centaine de sorties de route selon la tribune. Et non seulement des sorties de route, mais des accidents mineurs également en Estrie. Oui. On parle ici d'une dizaine de centimètres qui sont tombés hier mercredi et ça a causé bien des maux de tête. Et également, il y a eu un carambolage à Shawinigan, donc en Mauricie, un gros carambolage. Je n'ai pas le nombre de véhicules avec moi, mais ça, vous pouvez voir là, si vous consultez là, sur la presse, là, sur les médias, sur les médias de presse sur Internet, vous allez voir des photos. Là, c'est assez flagrant. Là, c'est assez gros là, tout le carambolage qu'il y a eu. Alors voilà. Donc à ceux qui n'ont pas leur pneus d'hiver, pressez-vous, prenez des rendez-vous au garage et évitez-vous ces malencontreuses situations qui sont les sorties de route. Soyez prudents, mesdames et messieurs. Et voilà. Alors, mon cher Mathieu, on commence en force avec une loi en Russie qui fait jaser, qui est assez controversée. Oui, on commence en force avec ça parce que j'ai deux de mes amis hier sur Facebook qui ont publié cette nouvelle-là et ça m'a fait bien réagir. On parle ici d'une loi par les responsables politiques de la ville de Saint-Pétersbourg en Russie qui s'apprête justement à voter cette loi qui interdira, écoutez bien, à quiconque d'écrire un livre, de publier un article ou de s'exprimer en public sur le fait d'être gay, lesbienne ou transgenre. Je dois t'avouer franchement que ça va vraiment à l'encontre des valeurs occidentales. Oui, c'est ça. Le parti du président Medvedev... C'est ça, le parti du président Medvedev et du premier ministre Poutine actuellement au pouvoir pourrait rendre des millions de personnes invisibles d'une simple signature. C'est pas rien, là, quand même. C'est vraiment pas rien. Et par rapport à ce dossier-là, j'ai une nouvelle de dernière minute. Ça vient de rentrer aujourd'hui, il y a pas très longtemps. Ça dit ici qu'après une importante manifestation, l'hôtel de ville de Saint-Pétersbourg pardonnez-moi. Je vais reprendre ma phrase. Après une importante manifestation à l'hôtel de ville de Saint-Pétersbourg, empêchée par la police, et une mobilisation internationale d'envergure, la Russie hésite. Le vote a été différé à la semaine prochaine. La mobilisation doit continuer. Nous avons une semaine pour arrêter cette loi. Ça, c'est un message qui apparaît sur le site allout.org. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Marco? Je t'avoue franchement que j'ai des amis dans le cadre de mes cours ici à l'université. Il y en a quelques-uns qui ont fait des recherches sur la Russie, par exemple le journalisme en Russie. Et là-bas, il y a beaucoup de censure, la Russie, le gouvernement russe a beaucoup d'emprise. De pouvoir, oui. Oui, c'est ça, de pouvoir sur les décisions, sur l'opinion publique, et il y a beaucoup de choses qui sont interdites comme l'homosexualité par exemple. Donc les gens qui sont homosexuels, ben ils se retrouvent, il faut qu'ils vivent cachés, ce qui nous autres quand on voit ça d'un œil québécois, on se dit ben mon Dieu, ils vivent dans les années 50 parce que nous autres dans les années 50 c'est comme ça que ça fonctionnait. Les homosexuels n'avaient pas le droit de s'afficher et puis là de nos jours ben ça tend à être de plus en plus accepté. Donc la Russie, ce que j'en pense c'est que ce que j'en pense d'un œil québécois, c'est que il y a une ouverture d'esprit qui manque. Moi, personnellement, je trouve ça dommage que ces gens-là vivent ça là-bas parce que finalement, tu te sens, j'imagine que tu te sens tout le temps emprisonné à l'intérieur de toi-même. Puis c'est pas bien de tout refouler ça. Là. Non, c'est ça. Ça ressemble vraiment à une dictature. Je veux pas généraliser. On parle pas ici de tous les Russes qui sont des anti.
qui sont des homophobiques, mais ce cas-là est un complément. Des homophobes, excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. On varie le vocabulaire, on enrichit le petit Robert aujourd'hui. Désolé, je dois avoir trop d'énergie aujourd'hui. Et quelle était la suite de ton idée? Excuse-moi, c'est moi qui t'interromps. C'est ça, il faut pas généraliser. Les Russes ne sont pas tous homophobes. Et oui, je me suis repris. C'est pas à cause qu'il y a un ou deux dirigeants qui prennent ce genre de décision-là qu'il faut généraliser et dire la Russie, c'est des mauvaises personnes qui sont homophobes et qui ne veulent rien savoir des gays et lesbiennes et transgenres. C'est ça. Encore là, c'est ça. On connaît pas non plus le contexte socio-culturel là-bas, là. Mais c'est certain que ce que le gouvernement russe divulgue comme message, ça nuit un peu à l'image générale du pays, là. Donc, une autre nouvelle, mon cher Mathieu, toujours dans le domaine de la Russie. Écoute, aujourd'hui, on aime ça la Russie, hein? On en parle toujours. Alors, la Russie se fait menaçante et en fait, le président russe Dmitri Medvedev. Pardon. Toi aussi, tu dois pratiquer ton accent russe. En tout cas, le russe. Et donc, Dmitri Medvedev a déclaré mercredi donc hier soir, que la Russie déploierait ses missiles vers des sites anti-missiles américains en Europe si Washington continue vraiment à ignorer les demandes de Moscou pour son bouclier. Et donc, c'est ça. La Russie fait ça en fait parce que, on le pense que les États-Unis sont en train de se construire un bagage de missiles. Donc, on dirait que la Russie et les États-Unis, on sait que la guerre froide, ça a toujours été un peu une source de tension, là. Et donc, c'est ça, la Russie voudrait prendre une entente avec les États-Unis pour en quelque sorte respecter des quotas d'armement pas nucléaire, mais de l'armement de missiles. Et donc, c'est ça. Les États-Unis ont répliqué, donc les États-Unis se sont montrés ouverts et transparents avec Moscou. Et donc Washington a dit à plusieurs reprises que le projet de développer l'armement était plutôt lié à on regarde un peu ce qui se passe en Iran et puis on essaye de jauger un peu là notre armement en fonction de l'Iran parce que l'Iran développe des armes nucléaires puis ça pourrait être potentiellement dangereux si on se protège pas contre ça. Donc là, la Russie est dans c'est ça, la Russie est comme un peu sur elle sait pas sur quel pied danser parce que elle se dit est-ce que les États-Unis c'est contre nous ou c'est vraiment contre l'Iran. Donc il y aura une suite dans tout ça. En fait, les gens politiques devront se rencontrer parce que on s'entendra que l'armement de missiles a beaucoup chuté dans les dernières années. Surtout pour réduire, on va dire, le stress mondial de Troisième Guerre mondiale, là. Et donc c'est ça, c'est une nouvelle. Quand j'ai lu ça hier, j'étais assez surpris. Je me dis tu sais, c'est encore un sujet qui crée des tensions, quoi. Oui, puis ce que je trouve drôle, justement, je t'en ai parlé tantôt avant qu'on rentre en onde, c'est le fait que cette nouvelle-là est sortie juste après qu'Obama ait fait une sortie par rapport à ce que je disais sur la loi anti-homo. Ouais. Je trouve ça vraiment étrange. C'est peut-être une réplique, ne sait-on pas. Obama fait une reproche à la Russie fait un reproche aux États-Unis. C'est comme une petite guerre d'enfants. Là, tu me fais ça, moi je vais te faire ça, puis mon père est plus fort que le tien. Puis... C'est ça. Le Obama reprochant à la Russie de brimer l'homosexualité. Puis bon, on dirait un jeu de réplique là. C'est sûr que de répliquer avec une affaire d'antimissile, c'est un peu plus fort que de l'homosexualité. En tout cas, dans ma jauge de valeur, là, en tout cas. Mais bon. Voilà, ça fait le tour pour la Russie pour aujourd'hui. Oui. Mais là, on tombe dans un autre sujet chaud. Les Hells Angels qui hier ont connu une descente finalement. Oui, les Hells Angels faisaient plutôt silencieux dans les médias jusqu'à tout récemment, jusqu'à hier en fait, parce que près de 400 policiers ont mené tôt hier matin une importante opération visant à démanteler des cellules de fournisseurs de stupéfiants liés aux Hells Angels. On parle ici de cocaïne, de marijuana, nommez-les. Alors, l'enquête baptisée Carcan a été initiée dès décembre 2009, donc ça fait déjà 2 ans. Elle a mené à l'arrestation aujourd'hui, hier, de 25 personnes dans 25 municipalités de la grande région de Montréal et de 3 autres au Nouveau-Brunswick. Les policiers ont fait 52 perquisitions au cours desquelles ont été saisis 1,8 kg de cocaïne, 140 000 en argent et 27 armes à feu avec des munitions,
4 véhicules et 2 vestes pare-balles. Donc, il était assez bien équipé. Ben oui, c'est ça. Les individus qui ont été arrêtés mercredi devraient répondre à plusieurs chefs d'accusation, dont trafic de stupéfiants et actes de gangstérisme. Donc, on répète ici que la plupart d'entre eux ont comparu hier après-midi. Donc, oui, c'est les Hells au Québec. Gros coup de la part des policiers. Bravo, honnêtement. Là. Parce que c'est pas toujours évident à démanteler tous ces réseaux-là. Puis, comme il y en a beaucoup, il y en a au Québec. On sait pas tout où ils se trouvent, mais c'est vraiment, c'est pour contrer ça. Puis la mafia, c'est des 2 grosses choses à combattre au Québec. Puis, en tout cas, moi, je lève mon chapeau. Au service de police qui a réussi à tout démanteler ça, finalement. Là. Très bon coup de la part de la police. Ouais. Alors, un autre très bon coup de ma part, on s'en va en pause musicale avec qui donc? Mais ça sera Pépé. Pépé et sa guitare avec Marchand de bonheur. Rebonjour à tous, bienvenue sur les ondes de CFAK 88.3 FM et vous écoutez On digère la nouvelle. Toujours en faisant une revue de presse hebdomadaire. Et mon cher Mathieu, prochain sujet que nous aborderons en ce jeudi enneigé, le plan Nord, qui a fait beaucoup jaser cette semaine. Oui, on parle ici du plan Nord encore une fois, mais sous un autre angle. Cette fois-ci, Jean Charest veut faire du plan Nord du Nord une destination de classe mondiale. Le gouvernement Charest a annoncé mercredi, c'est-à-dire hier, sa stratégie pour développer le tourisme dans le cadre du plan Nord. Québec souhaite faire du Nord québécois une destination de classe mondiale d'ici 2021, donc d'ici 10 ans. Dans 10 ans, le gouvernement souhaite attirer 200 000 touristes de plus que les 300 000 qui se rendent déjà annuellement au nord du 49e parallèle. On parle ici d'investissements dans des hôtels, des auberges, ainsi que des pourvoiries. Oh. Ça pourrait être très intéressant si l'argent est bien investi. Ouais, parce que en fait, je vais te le dire, en début de semaine, M. Parizeau, qui est l'ancien chef péquiste de 1994 à 1996 et a sorti un commentaire sorti dans le Devoir et a affirmé que Charest ouvre toute grande la porte aux entreprises minières qui veulent réclamer une contribution financière. En tout cas à l'État. Dans le fond, il trouve que le gouvernement est trop mou en termes de négociation. Exactement. Avec les minières. C'est nous qui devrions avoir le gros bout du bâton en ce moment. C'est nous qui devrions dire aux compagnies minières, vous voulez venir exploiter nos ressources, ben ça va marcher comme ça ici au Québec. Vous allez payer tel montant, vous allez nous donner tant, et ça va marcher selon nos règlements. Pas l'inverse. La façon de se défendre du gouvernement Charest, c'est de dire il faut rester compétitif, il faut à l'échelle mondiale, tout ça, alors que M. Parizeau prône le plus le fait que oui, il faut rester compétitif, mais pas de là à faire comme il disait comme c'est cité dans le Devoir, un bar open. Donc, exactement. Comme l'erreur qu'ils ont faite, je pense, pendant la Révolution tranquille, où ils vendaient des tonnes de fer pour à peine 1 sou. C'est ça. Donc, c'est des richesses qui reviennent jamais. C'est des richesses qu'on pourrait retransformer en améliorant nos systèmes de santé et d'éducation. Et puis là, c'est ça que M. Parizeau décriait, c'est que le fait que tout ça, ça passe comme de l'eau, là. Puis ça passe à très bas prix. D'ailleurs, en fait, on va vous décrire un peu le plan Nord aussi. Donc, le plan Nord, pour vous le rappeler, ça, c'est pas, le plan Nord est pas récent, sauf qu'il est ressorti dernièrement, parce que il y a des gens qui ont pris la peine de l'étudier un peu puis de dire, ok, il y a peut-être ça qui fonctionne moins bien. Alors, le plan Nord, c'est quoi? C'est un plan qui voudrait enrichir le nord du Québec. Et c'est un plan de 80 milliards de dollars en investissement qui sera, échelonné sur 25 ans. Et de ces 80 milliards-là, 47 seront consacrés au développement d'énergie renouvelable. Donc, on pense entre autres à Hydro-Québec. Et 33 autres milliards serviront au déploiement de l'industrie minière et des infrastructures. Donc, on parle ici de routes, de ports, d'aéroports et d'électricité aussi. Et donc, tout ça sur un territoire là, de 1,2 million de kilomètres carrés. Ça couvre vraiment assez largement tout un espace là, en tout cas. Et donc, oui, vas-y. J'ai des chiffres, j'ai des chiffres ici justement par rapport à
au fait que M. Charest veut faire du Nord une destination touristique. On dit ici que les investissements nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie de développement du gouvernement sont évalués à 70 millions de dollars. On dit également que Québec investira 32 millions de dollars et le reste du financement sera assumé par les principales instances économiques du territoire. Donc c'est vraiment pour la plupart le gouvernement Charest investit beaucoup alors que les entreprises investissent beaucoup moins que ce que le gouvernement fait. Donc par exemple on va dépenser plus que les entreprises pour développer les routes. Puis pourtant c'est eux autres qui vont les utiliser. Alors c'est ça qui est vraiment le on va dire le débat présentement, c'est que on arrive, on sert le nord du Québec sur un plateau d'argent à des minières qui finalement vont arriver ici, vont prendre toutes les ressources, vont partir, ils vont exporter ça ailleurs dans le monde, puis nos redevances à nous, on s'enrichira pas. Donc présentement c'est vraiment un débat et je vous invite à suivre ça dans plusieurs médias parce que il en va, ça concerne notre future richesse, ça concerne les générations futures du Québec. Donc comme Monsieur Charest disait, là, je cherche sa citation présentement. J'en ai une, je sais pas si c'est elle que tu veux. Oh, ben vas-y. Monsieur Charest a dit: avec ses paysages, ses milieux naturels et patrimoniaux uniques, le nord du Québec recèle un potentiel touristique énorme, mais trop peu connu. C'est peut-être pas celle que tu cherchais, mais ça justifie les propos. Parce que M. Charest définit son plan Nord comme un plan qui met en valeur le chantier d'une génération. Donc la nouvelle génération du Québec la génération qui va suivre celle présentement. Donc une génération qui se veut enrichie par toutes ces ressources-là qui se trouvent dans le Nord. Donc voilà, un dossier à suivre, très chers auditeurs. Et on enchaîne avec un dossier, encore une fois, relié au gouvernement. Oui, mais pas en fait le gouvernement, mais le Parti québécois, parce qu'on en parle depuis plusieurs semaines. La crise au PQ se poursuit. Oui, la crise au PQ se poursuit. Quels sont les nouveaux développements, Marco? Oui, alors dernier très très chaud développement qui est sorti aujourd'hui aux alentours de midi. Alors un député du Parti québécois a été expulsé par Madame Marois, Monsieur Daniel Raté, qui est le député de Blainville, expulsé parce qu'il a été courtisé par la CAQ, donc la nouvelle coalition Avenir Québec, la coalition Avenir Québec de François Legault. Et donc la chef Pauline Marois là a justifié aujourd'hui que l'éviction du député s'est faite là parce que selon elle, c'est comme s'il reniait ses convictions par opportunisme électoral. Donc en fait, on va vous le rappeler, chers auditeurs, depuis quelques semaines, les députés du PQ, il y en a beaucoup qui sont inquiets de leur place à l'Assemblée nationale à la suite des prochaines élections. Certains ont peur de perdre leur siège, tout ça. Et donc c'est pour ce fait, c'est pour ça que finalement il y en a beaucoup qui remettent en question le leadership de Madame Marois. Et donc qui essaie de voir aussi OK, est-ce que mes valeurs peuvent concorder peut-être avec un autre parti politique, parce que là je suis pas sûr que le PQ va être en force aux prochaines élections. Est-ce que tu peux me rappeler le nom de l'exclu? Oui, alors c'est Monsieur Daniel Raté, député de Blainville. C'est vraiment intéressant parce qu'ici j'ai un article qui date d'hier et qui dit que Guy Leclerc a été exclu également du caucus du PQ. Ah oui. Ouais. Alors le député péquiste Guy Leclerc a été mis temporairement à l'écart du caucus du Parti québécois mardi. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? On l'accuse d'être une taupe, en fait. Ah ouais? Apparemment, c'est un des députés qui aurait été se plaindre aux médias par rapport à la situation présente du PQ. Donc, Pauline Marois l'a accusé d'être une taupe. Je ne sais pas si c'est Pauline Marois, mais quelqu'un parce que j'ai lu un peu partout. J'ai lu dans les médias que c'est le Journal de Québec qui avait eu une entrevue avec Monsieur Leclerc, et puis là, le Journal de Québec a carrément grillé sa source. Et là, c'est sorti. Mais comme Monsieur Leclerc nie le fait d'avoir partagé des informations là, à propos des tensions qui existent au PQ, là, on sait plus en quoi balancer. Là. Mais non, c'est ça. Monsieur Leclerc aussi s'est retrouvé dans une situation un peu fâcheuse. Et donc, là, il faut le dire, le PQ est en train de perdre des joueurs, et c'est vraiment désolant pour ceux qui sont représentés, qui se sentent représentés par ce parti politique-là. Donc, on vous invite à suivre le dossier dans les médias encore une fois, parce que ça va faire beaucoup couler d'encre au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Surtout que la CAQ est un nouveau
partis politiques sur l'échiquier de politique du Québec. Donc, ça bouge beaucoup. Prochaine nouvelle, on parle encore une fois des indignés. Cette fois-ci, je vais commencer avec les indignés de la ville de Québec qui, on le rappelle, ont été expulsés. Alors, il ne reste plus rien du campement des indignés de Québec au parc de l'Université du Québec et dans le quartier Saint-Roch. La ville de Québec a procédé à l'évacuation des lieux tôt, mardi matin, si je me souviens bien. Et pour cela, elle a pris les grands moyens. On parle ici, elle a fait venir les policiers avec... on parle ici également de pardon. Je vais me reprendre. L'escouade anti-émeute. Anti-émeute. Oui. Donc, finalement, ils n'ont pas eu à l'utiliser, l'escouade anti-émeute. Parce que ça aurait bardé, là. Il y aurait eu beaucoup de bagarres, j'imagine. Non, en fait, ils les ont pris pas mal au dépourvu à 6h30 le matin. Donc, les policiers sont débarqués là à 6h30 le matin. On dit ici qu'il y avait à peine 8 personnes sur les lieux. Donc, ça s'est fait assez rondement. Ils les ont réveillés. Ils ont dit, prenez aucune de vos choses, quittez les lieux. On va ramasser tout, puis on va vous ordonner vos choses après. Ah oui. OK. Donc, ça s'est fait vraiment rapidement. Et donc, du côté de Montréal, également, ça bouge. Et donc, Monsieur Tremblay, là, par le biais d'un de ses porte-paroles, a dit que c'était terminé aussi pour le mouvement à Montréal. Donc, la patience de la ville de Montréal tire à sa fin et on a demandé hier soir aux occupants de quitter le parc, le Square Victoria. Donc, toute construction ou installation occupant le Square devra être retirée dès maintenant. Donc, ça, c'est dans le communiqué qui est paru hier soir. Et donc, il est interdit, là, le communiqué stipule également qu'il est interdit de se trouver dans le Square Victoria lorsque ce dernier est fermé, donc entre minuit et 6 heures le matin. Et donc, c'est ça. Mais le lundi soir, le maire Tremblay avait déjà invité les membres d'Occupons Montréal à s'en aller la tête haute, finalement. Ouais. Et donc... il est à veille de les payer pour qu'ils s'en aillent, là. Ouais, c'est ça. Là, il est à veille de dire, je vais vous donner un chèque, là, puis sacrez votre camp, là. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Puis les indignés de plusieurs mouvements dans plusieurs villes, en fait, on trouvait que c'était injuste qu'ils soient délogés. Parce que là, dans les médias, on parlait souvent qu'il y avait des drogués, des toxicomanes, c'est ça. Il y avait des problèmes des problèmes sanitaires dans ces camps-là. Et là, en fait, les dirigeants, les représentants de ces camps-là ont dit non, mais oui, on en a, mais on les a réduits. Puis les gens qui sont là, les itinérants, on les fait participer. J'ai même lu dans un article, on lui fait laver la vaisselle, il est content, ça le fait bouger, ça lui permet d'avoir du contact social. Et donc, il décriait le fait que dans les médias, on passe souvent plus la nouvelle de façon négative. Là, OK, il y a des toxicomanes, tout ça dans les camps. Et puis c'est ce qui nuit à l'image du mouvement. Donc, et là, tu vois, les dirigeants ont commencé aussi à se dire, là, je pense qu'on va penser au prochain plan, au plan B du mouvement, au plan 3. En fait, je m'excuse, c'est le plan 3 qui n'est plus d'occuper, mais de développer le mouvement. Donc, ils vont s'installer probablement dans des bureaux. Ils vont développer le mouvement à l'échelle mondiale. Et en faire un mouvement, j'imagine, peut-être plus bureaucratique. Ouais, je sais pas trop, en tout cas. Mais c'est sûr qu'ils ont l'intention de continuer à revendiquer les injustices sociales dans le monde. Donc, oui. C'est ce qui conclut le dossier, je pense. Ben oui, c'est ce qui conclut le dossier. Et j'ai hâte de voir si, dans les prochains mois, si les mouvements occupants vont rester quand même assez visibles dans les médias. Donc, s'ils vont réussir à percer là à travers la multitude de nouvelles qui peut se passer là dans les médias chaque journée. C'est l'heure de retourner en session musicale. C'est poétique. Oui, c'est poétique, j'aime ça. Qu'est-ce qu'on vous envoie? On vous envoie Mon Oncle Serge et Anonymous, un classique avec Woodstock en Beauce. Nostalgie. Vous êtes de retour sur les ondes de CFAK, toujours en compagnie de moi-même Mathieu et de Marco. Bonjour à tous. Nostalgie avec Woodstock en Beauce de Mon Oncle Serge. Excellente chanson. Ça bouge, ça nous désencrasse un peu le tube digestif qui, rappelons-le, est en processus de digestion. Ouais. Alors tout ça se digère la nouvelle et on est relax. On prend des nouvelles de la semaine, ce qui s'est passé, les grands titres. Et petite parenthèse par rapport à la chanson, est-ce que t'es déjà allé à Woodstock, toi?
toi? Non, j'ai pas vécu cette expérience-là encore. Non, est-ce que tu comptes y aller un jour? Ben pourquoi pas, je suis toujours ouvert. Ouais, ben je t'invite à y aller dès cette année, la prochaine édition. Et ça se passe quand, la prochaine édition? Ben habituellement, ça se tient tout le temps fin juin, début juillet, ouais. OK. La fin de semaine du déménagement, habituellement. OK. Bon, parfait. Je vais regarder ça. Puis probablement que ça pourrait changer un peu le rythme de mes activités estivales. Et en parlant de fêtes, la STS serre la vis aux fêtards dans les autobus. Oh, que c'était beau comme transition, t'es jaloux. Oh. Le grand sourire. Et ouais, mais comment ça? Est-ce que ça barde beaucoup dans les autobus ou Ben, ici dans l'article, on dit un autobus en marche bondé de jeunes fêtards qui boivent de la bière, chantent à tue-tête et font du body surfing. Oui, du body surfing dans un autobus. Et j'ai lu que il y a eu une fois que ça a été vraiment la pire de toutes. C'était celle où il y avait un party d'Abitibi ici à Sherbrooke. Oui, c'est dans l'article justement. Ah bon, ouais. Parfait. Je te laisse poursuivre. Non, vas-y. C'est ça, dans le party de l'Abitibi, dans le fond, les gens entraient dans l'autobus, ça chantait, même que ça consommait de l'alcool dans les canettes, j'imagine. Ouais, ça doit être pas mal ce que je viens de décrire avec le body surfing et tout. Là. OK, bon, ben c'est ça. Puis là, les chauffeurs d'autobus trouvent que c'est très difficile à gérer, j'imagine. Donc ouais. Voilà, donc ça nous est arrivé d'ailleurs au début de la session, dans la période des initiations et tout. On avait rempli un autobus avec des gens du programme de communication et on s'apprêtait à aller faire une tournée de bar. Et sages comme nous étions, nous n'avons pas emmené de bière dans l'autobus. Tout ce qu'on faisait, c'était chanter. Mais malheureusement, le chauffeur d'autobus a perdu rapidement patience. Il nous a menacé à 2 reprises de nous sacrer dehors. Ouais, parce qu'il y avait déjà des passagers à ce moment-là dans l'autobus. Puis d'une certaine façon... 3-4. Ouais, 3-4, mais je veux dire, on était assez coincés, puis je peux être compréhensible dans le fait que, ok, oui, on utilise un service public, mais il faut quand même faire attention aux passagers qui étaient déjà là avant nous. Donc, c'est sûr que ouais, donc je peux comprendre un peu la réaction du chauffeur, tout ça. Puis c'est pas juste ça, c'est que le chauffeur faut qu'il se concentre aussi à conduire, donc souvent ça peut être difficile. Là. Mais ouais, non, c'est sûr que il faut agir avec modération lorsqu'on est en fête dans un autobus. Ouais, je vais enchaîner encore avec une transition plus ou moins bonne. On parlait ici de rage de chauffeur. Eh bien, la prochaine nouvelle parle de rage au volant et met en scène un chauffeur. Alors, il brandit sa tronçonneuse au visage d'un conducteur. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est un titre punché à la TVA Nouvelle. Merci TVA. Alors, un homme de 39 ans a plaidé coupable mardi à Peterborough, en Ontario, à des accusations de voies de fait graves et d'agression armée après avoir brandi, écoutez-moi bien, dans un excès de rage au volant, une tronçonneuse au visage d'un autre conducteur. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. Ça s'est déroulé le 23 juin dernier. L'accusé, Gregory Tedford, était au volant de sa camionnette Chevrolet, suivi de près par un autre véhicule. Le conducteur de l'autre camionnette a alors décidé de couper Tedford, ce qui l'a rendu furieux. Il a à son tour dépassé l'autre conducteur, puis a brusquement mis les freins devant lui. L'homme a dû dévier sur l'accotement pour éviter une collision. La victime a alors arrêté son véhicule et a contacté le 911. Là, c'est seulement l'accident que je décris. Après ça, là, ça s'est envenimé, ça n'a pas été long. Alors, c'est à ce moment que Tedford est sorti de sa voiture pour aller interpeller l'autre conducteur, l'insultant bruyamment avant de briser le rétroviseur, écoutez bien, c'est assez insolite, de sa camionnette avec ses mains. Il a brisé le rétroviseur avec ses mains. Mais il y avait méchant malade. d'ours, le gars. Méchant malade. Ben ouais. Alors après être remonté à bord de son camion et avoir foncé à plusieurs reprises dans le pare-choc du véhicule de la victime, Tedford a empoigné sa tronçonneuse et s'est mis à frapper avec l'engin dans la vitre de sa victime en disant « Je vais te couper ». Hey, méchant malade. Alors après ça, terrifié, le conducteur a regardé avec horreur Tedford tirer sur le cordon de sa tronçonneuse à de multiples reprises pour essayer de la démarrer. En vain. Alors, chance pour lui. Et une chance. Une chance pour il a réussi à s'enfuir, puis il est allé se réfugier dans un concessionnaire. Quand il est arrivé sur les lieux, il a dit à tout le monde qu'il craignait pour sa vie parce qu'il y avait un malade qui lui courait après avec une tronçonneuse. Ça, c'est quasiment digne d'un film d'horreur, cette affaire. Oui, c'est digne d'un scénario hollywoodien.
Alors maintenant, nous allons passer dans une portion beaucoup plus qui diffère de tout le reste. Donc, portion économique, une petite nouvelle avant de partir en pause pour le dessert de l'émission. Alors, la Chine qui se retrouve maintenant deuxième cliente du Québec. Alors, en fait, la Chine devrait surpasser le Royaume-Uni bientôt en termes d'exportation au Québec. Derrière, et là, donc, la Chine va se placer derrière les États-Unis. Et donc, c'est pour l'exportation là, la principale exportation des métaux de base. Et donc, c'est un domaine dont la croissance est assez grande. Et donc, les exportations de la province vont augmenter là, pour une troisième année d'un gain de 7%. Et donc c'est ça, les prix les plus élevés là de l'or, des métaux de base, l'aluminium, le minerai de fer, donc c'est des prix qui vont augmenter, ce qui va permettre là au Québec d'avoir une bonne année dans ce secteur-là. Mm-hmm. Le Québec se retrouve derrière la Colombie-Britannique avec 13%, l'Ontario 10% et la Nouvelle-Écosse 9%. Et donc en termes là, d'exportation pour ce type de marchandises-là. Et donc c'est ça, le Québec est le troisième exportateur en importance au Canada là. Là je parle dans l'ensemble là, les troisième exportateurs dans l'ensemble. Donc des exportations qui s'élèvent à 57,8 milliards de dollars, ce qui est énorme. Ça représente 15,4% des exportations totales du Canada ou du pays en entier. Et donc voilà, la Chine représente actuellement 13,6% de l'économie mondiale, alors que son économie devrait augmenter pour les prochaines années entre 9,3 et 8,8%. La Chine est sur une très bonne lancée. Et voilà, merci pour ta chronique économique, Marco. Oui. Ça fait toujours plaisir. On s'en va en musique avec Cire Pathétique, le rappeur, et oui, Cire Pathétique, la chanson Ça va mal. Toujours sur les ondes de CFAK 88.3 FM, à On gère la nouvelle. On est toujours là et on est toujours en feu. On est toujours en feu et je crois, mon cher Mathieu, que nous avons encore quelques nouvelles à divulguer avant de passer au dessert de l'émission. Oui, j'aimerais remercier Vici sur Facebook qui a fait paraître une nouvelle assez insolite, ma foi. Mm-hmm. Je te lis le titre. Je suis curieux. Le bonheur des aînés dépendrait de leur activité sexuelle. Oh. C'est intéressant, oui. Allons en profondeur. Alors, un sondage annoncé le 20 novembre aux États-Unis montre que plus de la moitié des aînés mariés ayant des relations sexuelles au moins une fois par mois pour des aînés, c'est quand même pas si mal, se disent très heureux dans la vie et dans leur mariage. Ce sondage a été mené auprès de 238 personnes mariées de 65 ans et plus. Il révèle que 40% des participants sans activité sexuelle au cours des 12 derniers mois se disent heureux en général, mais près de 60% des sondés actifs sexuellement se disent très heureux. Les chercheurs ont aussi pris en compte d'autres facteurs tels que l'âge, l'état de santé, l'aisance financière et le sexe de l'individu. Mais ça démontre que l'activité sexuelle en est pour beaucoup chez les personnes heureuses. Eh ben, très intéressant. Ouais, c'est très intéressant parce que souvent les personnes âgées sont confrontées à la solitude. Plus ils vieillissent, plus ils se retrouvent seuls. J'ai eu des images. Ah. Non, c'est beau. J'ai pas eu d'image, mais pas encore en tout cas. Et donc, mon cher Mathieu, t'as l'esprit perverti. Qu'est-ce qui se passe? Mais et puis c'est ça, ils se retrouvent confrontés à la solitude et bon, en tout cas, on a là la preuve que lorsqu'on vit une vie à deux, bon, qu'elle soit sexuelle ou pas, en tout cas, surtout quand elle est sexuelle, on se retrouve être plus heureux. Hein? Les personnes âgées. Ouais. Alors, dans un tout autre ordre d'idées. Le golf? Non, pas le golf. Non, après le golf. Mais c'est une nouvelle qui nous provient de la France. Lâche pas, Marco. Oui, lâche pas. Alors ça va comme suit. Le professeur le punit et lui décolle l'oreille. Un petit garçon de 6 ans se souviendra longtemps de la punition que voulait lui infliger son maître d'école en France. Le jeune garçon se disputait avec un camarade dans la cour de son école en milieu de journée. Lorsque le professeur s'en est aperçu, il a attrapé le jeune garçon par les oreilles pour le calmer. Okay. Seulement, il ignorait que l'élève avait été opéré une douzaine de jours plus tôt pour se faire recoller les oreilles.
Ouais. Ok, il pense qu'une oreille, là. Là, t'en as des images. Hein. Ah ouais, j'ai des images. Ah ouais. Alors, sous la tension, les cartillages et les points de suture ont lâché, décollant l'oreille du petit garçon et provoquant un saignement abondant au grand désarroi de son instituteur. Okay. Les parents ainsi que les secours n'ont pas été alertés. Mais non. Non. Mais je veux dire, un professeur qui arrache une oreille, il a pas appelé. Non. Okay. Non. On dit ici, c'est un châtiment corporel. Les secours n'ont même pas été prévenus. C'est une mère d'élève qui a fait les premiers soins et ensuite l'élève est resté à attendre sa mère qui travaille à 3/4 d'heure de là, assis dehors tout seul. Hey, ça fait pitié, là. Encore une fois, là. Ben oui. Le professeur, là, déjà là, la méthode employée auprès de l'enfant, lui tirer, le tirer par l'oreille, c'était pas nécessaire. Tu peux l'aborder, tu peux le mettre à part. Tu le tires pas par l'oreille. Encore moins quand il vient de subir une intervention chirurgicale aux oreilles. C'est ça. Puis c'est une opération. Je veux dire, quand t'as des points de suture, puis que là t'as un bout d'oreille qui est plus là, puis que t'attends sur le bord d'une route que ta mère vient te chercher, je trouve ça un peu démoralisant pour un enfant. J'espère. Je trouve ça un peu à la limite presque inhumain en tout cas. Heureusement, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. Et oui. Belle conclusion. Est-ce que t'as du golf pour nous? Oui, j'ai du golf. J'ai du golf, oui. Alors, le golf, dans la presse cette semaine, le golf semblerait être une activité qui augmente le salaire des patrons d'entreprise. Donc, en fait, selon une étude espagnole, les patrons d'entreprise qui jouent au golf gagnent un salaire 17% plus élevé que leurs compatriotes qui ne jouent pas au golf. Alors, j'ai été vraiment surpris de voir cette nouvelle-là. Je m'attendais pas à ce que le golf ait vraiment un impact sur en tout cas sur la richesse d'un patron d'entreprise. Et donc, cette étude-là, ça s'est basé sur des données publiques américaines qui se situent entre 1998 et 2004. Des données qui établissent une corrélation entre le salaire des dirigeants et le salaire des dirigeants qui ne jouent pas au golf, qui vivent un handicap ou en tout cas qui sont pas bons, quoi. Et donc c'est ça. Donc lors d'une partie de golf, l'étude stipule que un chef d'entreprise est plus susceptible de rencontrer un partenaire d'affaires et donc d'accroître les relations inter-entreprises. Donc ce qui peut vraiment dans un avenir approché augmenter les contrats et tout ça. Et donc les experts de l'étude ont jugé aussi que le golf était associé le golf associe des qualités très recherchées dans le domaine du milieu des affaires qui sont le calme sous la pression, la pensée stratégique, l'esprit de compétition et l'honnêteté, parce que c'est facile de tricher au golf. Donc c'est ce que l'étude en ressortissait. Et donc ressortissait. Oui, on disait là. Chacun notre tour, on a de la misère avec notre vocabulaire. Ouais, on essaye de l'enrichir, mais on est boiteux, on dirait. Mon cher Mathieu, est-ce qu'on ferait une petite pause musicale? Oui, on s'en va en pause musicale avec l'Assemblée et la chanson La marche est haute. Toujours sur les ondes de CFAK, on gère la nouvelle. C'est l'heure du dessert. C'est l'heure du dessert. On aime ça. Ah oui, ça va goûter sucré là. Ouais, t'es sûr? Ben j'espère. Ah ben, parce que la première nouvelle, on parle d'insectes. Je sais pas si ça va goûter sucré. Ok, ouais, non, en tout cas. Alors, des espions qui n'ont peur de rien. Des chercheurs américains sont sur le point d'utiliser des insectes à des fins d'espionnage. Ah, les Américains. Toujours aussi innovateurs. Toujours aussi innovateurs, oui. Alors, en utilisant l'énergie provenant des mouvements et de la température corporelle des insectes, des scientifiques du College of Engineering de l'Université du Michigan à Ann Arbor affirment qu'ils peuvent créer des espions et les miniatures. J'ai une citation ici qui dit « En puisant à même l'énergie des insectes, nous pourrons faire fonctionner des caméras, microphones et autres senseurs de communication et qu'ils transporteront dans de minuscules sacs à dos. » Ça, c'est le directeur du département de génie électrique et d'informatique qui parle. Ah ouais. C'est quand même pété, là. Ben oui. Des petits sacs à dos pour mettre sur le dos des insectes, puis là, il va y avoir des microphones et des caméras et toutes sortes d'affaires. C'est extrêmement minuscule, là. C'est peut-être de ça que la Russie a peur. Ouais, mais on remarque qu'en Russie, il fait quand même froid, hein? Les insectes là-bas, moi, t'avouer franchement que ça doit pas toffer longtemps. Ah, c'est vrai. Ils ont pas pensé à ça. Hein. Ouais. À moins qu'ils créent une race de super insectes mutants. C'est beau, je m'écarte du sujet. J'ai toujours place à l'imagination pour Mathieu. Oui. J'ai une imagination assez florissante. Prochaine nouvelle, au Nouveau-Brunswick cette fois. Et ça va comme suit. Vol de sous-vêtements féminins en série.
La GRC a multiplié ses patrouilles dans le comté de Kent, dans l'est du Nouveau-Brunswick, à la suite d'une série de vols de sous-vêtements féminins et de jouets sexuels perpétrés dans ce secteur au nord de Moncton. Eh ben. Oui, eh ben. Le seul commentaire, eh ben. Les autorités policières ont été appelées dimanche à se rendre dans une résidence de Bouche-Touche où un nouveau vol présumé avait été commis alors qu'il n'y avait personne dans la maison. La GRC a indiqué que 2 autres vols de sous-vêtements féminins et d'objets sexuels ont lieu en septembre à Saint-Paul et Sainte-Marie. Hey, quand t'es rendu à voler des sous-vêtements féminins, c'était pour voler. Où sont passés les fameux voleurs de banque, les voleurs classiques qu'on voit au cinéma, là? Non, mais de nos jours, ils sont en veston-cravate, eux autres. Ah, c'est ça. Les voleurs en veston-cravate. Ouais, mais en tout cas, personnellement, de voler des sous-vêtements, là, je partirais pas sur une grande philosophie sur le vol de sous-vêtements, là, mais c'est un peu bas, là. Ouais. Prochaine nouvelle est assez étrange également. Parle ici l'arrestation d'un charlatan, mais ce n'est pas ce qu'il y a d'insolite là-dedans. Des injections qui fessent, et littéralement. Un transgenre de Miami Gardens en Floride a été arrêté après avoir pratiqué la médecine illégalement, alors qu'il aurait injecté dans le postérieur d'une patiente une mixture à base de ciment et de colle. C'est ce que rapporte le NBC Miami. Elle a pas intérêt à aller se baigner, elle va qu'aller au fond. Non, hein. Alors c'est O'Neill Ron Morris, 30 ans, qui a été interpellé vendredi à la suite d'une enquête de la police de Miami Gardens et du département de la santé de Floride. Selon ce que rapportent les autorités, la victime alléguée aurait rencontré Morris en mai dernier, où elle aurait subi une opération chirurgicale esthétique. Alors le pseudo-docteur, lui aurait injecté une substance constituée de ciment, de fix-flat, d'huile minérale et de supercolle. C'est broche à foin, là. Ouais, c'est un peu... Ouais. Pseudo-docteur, je pense que c'est le mot. J'aimerais bien voir son bout de papier, lui. On précise également, à la fin de l'opération, l'incision faite par Morris aurait été scellée grâce à de la supercolle. Aïe, ouais. Aïe. Pauvre fille. Des fois, on se plaint de nos services de santé ici, mais on n'est pas rendu aussi bas que ça. Ouais. Heureusement. Prochaine nouvelle, celle-là, elle va faire jaser, je sens, parce que c'est une nouvelle qui a vraiment rien à dire dessus, mais qui en fait, je sais plus quoi dire. Mais on dit ici, des parents américains s'indignent d'une poupée qui jure. Une poupée sème l'émoi chez certains parents américains et à quelques semaines de Noël, ils ont demandé à la chaîne de jouets qui la propose de la retirer de la vente car, disent-ils, la poupée jure. Qu'est-ce que la poupée dit? Apparemment que la poupée dit, et excusez mon langage, je cite, « Crazy bitch ». Alors c'est ce que la poupée dirait. Ben, je suis un peu d'accord, là. Je veux dire, c'est pas du langage que tu veux faire apprendre à ton enfant, là. Mais la question est-ce que la poupée dit réellement ça? Parce que la représentante de chez Toys R Us, qui est le magasin qui l'a mis sur le marché, a dit devant les médias que c'était seulement du babillage et que ce n'était pas des mots. En fait, c'est seulement du babillage d'enfants. Et pour être sûr de ça, on va écouter ce que la poupée dit et tu pourras me dire après ce que t'en penses. C'est bon, parfait, on écoute. Alors, ça dure pas longtemps, 2 secondes. Écoutez ça. Oh, ben là, c'est très subtil, là. Est-ce que tu l'as entendu? On va repartir ça. Ouais. Ah, ok, ouais, là, ok. Ouais, ben, on dirait que si je t'avais pas présenté la nouvelle, t'aurais jamais deviné. Mais là, vu que je t'ai mis dans la tête que la poupée pourrait peut-être dire crazy bitch, ben là, tu t'es mis à l'imaginer aussi. Puis là, c'est de même, d'après moi, que le mouvement est parti. Une mère a entendu ça, a dit, d'après moi, elle dit ces mots-là. Là, elle a dit ça à quelqu'un. L'autre personne, là, ça s'est mis à voyager partout sur les réseaux sociaux. Et là, tout le monde entend ces mots-là. Non, je pense pas que c'est une mauvaise intention de l'entreprise. Non, d'après moi, c'est vraiment pas le cas. Les messages subliminaux, ça fait longtemps que c'est... Je veux dire, non, c'est pas un message subliminal. Puis la mère, elle a peut-être un peu viré sur le capot un peu en entendant ça, là, mais... Ouais. Mais c'est clair qu'une poupée qui serait commercialisée puis dirait des injures comme ça, c'est pas acceptable. Parce que ça montre pas les bonnes choses aux enfants, sauf que dans ce cas-là, exactement. C'est vraiment tiré par les cheveux dans ce cas-ci. Prochaine nouvelle, tout aussi insolite. Suivre en ligne ce que vous mettez à la toilette. Ouais, je vois ta réaction, Marco, et t'as raison de réagir de même. Un site internet proposant de suivre à la trace les eaux usées une fois la chasse d'eau tirée.
a été lancé en France à quelques jours de la 10e journée mondiale